Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03, merci d'être avec nous. Nous allons parler de la baisse de la natalité. La baisse de la natalité, les derniers chiffres datent de la semaine dernière, chiffres de l'INSEE, chiffres de la démographie française, baisse de la natalité. Alors, pourquoi baisse de la fécondité, rapport à la parentalité bien différent, en temps de crise, les couples font moins d'enfants, enfin, etc., etc. La France vieillit, ce glissement démographique est-il inquiétant? C'est le débat que nous ouvrons entre 11h et midi, puis quelles conséquences? Évidemment, nous avons nos invités. Vous savez combien j'aime des débats avec des personnes qui connaissent les sujets pour lesquels ils sont invités. Donc ce matin, Laurent Toulmont est avec nous, démographe et directeur de recherche à l'INED. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous avons Johan Joussom, qui est secrétaire confédéral de la CSF, la Confédération syndicale des familles. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Pascal Delima, chef économiste CGI Consulting. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les trois. Bien, nous allons regarder d'abord les chiffres. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Laurent Toulmont, dernier chiffre de l'INSEE, paru la semaine dernière. Nous sommes en France 68 043 000 personnes, individus, plus de 68 millions d'habitants, donc 65 800 000 en métropole, 2 200 000 dans les départements et territoires d'outre-mer. Mais le taux de natalité n'a jamais été aussi bas depuis 1946. Solde démographique en 2022, plus 56 000. Taux de fécondité, 1 enfant 80 par femme. C'était 1 enfant 84 en 2021. 723 000 bébés nés en 2022. Premier enfant à 31 ans, c'était à 29 ans et 4 mois il y a une vingtaine d'années. Que se passe-t-il? Eh bien, le taux de mortalité infantile augmente. 3,9 enfants pour 1000 naissances, 3,7 en 2021. Le vieillissement de la population est là, 660 000 décès en 2022, mortalité toujours supérieure à l'avant-pandémie, 21,3% des Français ont plus de 65 ans, 17,1% il y a 10 ans, et la progression de la population n'est due qu'au solde migratoire positif entre les arrivées et les sorties, plus 161 000 personnes. Voilà, j'ai asséné des chiffres, mais ils sont éloquents ces chiffres, Laurent Toulmont. Notre population vieillit. Alors, effectivement, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations dans tout ce que vous avez donné. Il y a juste une petite erreur. L'âge moyen à la naissance du premier enfant, c'est plutôt 29 ans et pas 29 ans et non pas 31, d'accord. C'est tout rang confondu. Mais enfin, on s'approche de 30 ans pour le premier enfant. Donc, effectivement, les femmes et les hommes, les couples ont leurs enfants de plus en plus tard. Donc, ça, c'est quelque chose... C'est-à-dire que la naissance survient de plus en plus tard. Voilà. Les couples... D'abord, ils profitent d'une période où ils vivent à deux, ils s'installent dans la vie, ils ont souvent soit des difficultés, soit ils ne souhaitent pas avoir un emploi permanent, stable tout de suite. Ils ont souvent des difficultés pour se loger. Ils profitent de la vie sans forcément se poser de questions de savoir s'ils veulent des enfants. Ça vient plus tard dans la vie des couples. Et donc, il y a un moment où les couples, et encore aujourd'hui l'immense majorité d'entre eux, décident d'arrêter la contraception pour avoir une grossesse dans le but d'avoir un enfant. Et ça arrive de plus en plus tard maintenant. On est donc à 29 ans. Alors, je fais juste une parenthèse. Là, je sollicite nos auditrices et nos auditeurs. 0826 300 300. Vous êtes jeune, vous êtes en couple, vous n'avez pour l'instant pas envie d'avoir d'enfants. D'abord, il y a j'entends de plus en plus de jeunes qui nous disent, nous, on n'a pas envie d'avoir d'enfants. Le désir d'enfant n'est plus le même aujourd'hui qu'il était auparavant. Dites-nous, témoignez, 0826 300 300. C'est vrai, le désir d'enfant n'est plus le même. Je me tourne vers vous, Johan Joussom. Alors, Johan. Oui, Johan, pardon. Voilà, au Johan. moins comme ça. Johan, oui, bien sûr. Bon. Non, mais allez-y. Alors Johan, les mœurs et la société évoluent incontestablement. Et on pourrait dire d'une certaine façon que les institutions, que tout ce qu'il y a autour de l'enfant, les lois aussi évoluent sans doute moins vite, ce qui peut paraître un peu aussi peut-être décourageant pour certaines familles, mais on y reviendra. Il y a quand même une étude qui est important de rappeler, c'est que entre le désir d'enfant
enfin entre le nombre d'enfants désirés et le nombre d'enfants, je sais pas comment on pourrait dire effectif, il y a un rapport de 2,4 d'enfants désirés pour 1,8. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, il y a des familles, il y a des qui renoncent à avoir des enfants pour des raisons qui sont, pour le coup, multifactorielles, hein, au rang duquel on pourrait peut-être mettre d'abord le critère économique. Mais ce désir d'enfant, avec cette étude, on se rend compte qu'il est toujours là. Il ne baisse pas. Non, mais c'est important. Vous dites, le désir d'enfant ne baisse pas. Ce que disent les études, oui, le désir d'enfant. Oui. Voilà. Oui. Alors, je n'ai pas les études de 30 ans antérieures, mais effectivement, il est toujours assez fort, il est toujours au-dessus de 2. Et entre le désir et la réalité, il y a un delta qui est important aujourd'hui. Il y a une différence qui est importante. Exactement. Pour des raisons économiques. Alors avant tout, je pense que les raisons, elles sont multifactorielles. Il y a effectivement mais quand on parle des conditions économiques, on parle des conditions de logement, par exemple. Oui. Depuis 20, 30 ans, l'immobilier a flambé avec une inflation. Là, pour le coup, il y avait de l'inflation sur ce domaine-là. Les familles, elles ont perdu en moyenne 9 mètres carrés sur leur habitat. Donc, c'est l'équivalent d'une chambre. Donc, c'était peut-être dans cette fameuse chambre qu'on pouvait accueillir l'enfant. Oui. Donc il y a cette question-là. On voit bien aussi, par exemple, que l'école, dont la fonction de normalement mettre les élèves à égalité, enfin voilà, permettre une égalité sociale, ne le fait pas. Il y a énormément de ségrégation scolaire. On en parle assez peu, mais aujourd'hui, quand on est fils de prof, fils de docteur, etc., on a beaucoup de chances de réussir. Et l'inverse est vrai. Donc je pense qu'il y a une perte de confiance aussi dans le modèle global. Donc on retarde le désir d'enfant, quoi. On retarde la procréation, hein, si j'ai bien compris. On le retarde, mais ça se vérifie pas totalement dans les chiffres, un petit peu, hein, puisque l'âge du premier enfant recule un petit peu, mais ça ne se vérifie pas vraiment dans les chiffres. Alors si, l'âge au premier enfant recule beaucoup, mais la fécondité en France reste à un niveau qui est relativement élevé. D'abord, est-ce que les gens doivent tous avoir le nombre d'enfants qu'ils veulent? Les gens veulent aussi avoir ils veulent avoir une grande maison, ils veulent avoir beaucoup de voitures, une bonne carrière, il y a beaucoup de possibilités, et il y a un coût pour avoir des enfants, et notamment pour les femmes. Donc il y a l'idée que les gens devraient avoir absolument tous les enfants qui veulent, c'est pas forcément une idée. Il faut le justifier parce que les gens voudraient aussi avoir les carrières qu'ils veulent. Il y a des gens qui sont au chômage, qui cherchent un emploi. Il y a des gens qui voudraient avoir des meilleures conditions de logement. Donc, au total, la question, c'est surtout de savoir si le nombre de naissances aujourd'hui pose un problème d'un point de vue politique ou de société. Et moi, j'aurais tendance à dire qu'on est encore aujourd'hui à des niveaux où il n'y a pas d'inquiétude spécifique à avoir, alors que chez nos voisins d'Europe du Sud et encore plus dans certains pays d'Asie, la fécondité est très basse et ça la Chine, par exemple, en Chine, mais aussi à Taïwan, en Corée, dans beaucoup de pays d'Asie, mais même en Italie ou en Espagne où le niveau de fécondité est bas, il y a vraiment une inquiétude sur les adaptations de la société à un niveau de fécondité très basse avec une diminution très importante des enfants puis de la population active. En France, on n'est pas dans cette perspective aujourd'hui. On n'est pas dans cette perspective, ça veut dire que la fécondité en France est quand même à un très bon niveau toujours. Alors elle a quand même baissé depuis 5 ans. Elle a baissé, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là pour s'interroger pourquoi, pour se demander pourquoi elle a baissé. Peut-être, je parlais de raisons économiques, mais il n'y a pas que des raisons économiques. Hein. On est bien d'accord, Pascal Dalima. Non, bien sûr qu'il n'y a pas que des raisons économiques, heureusement, sur un facteur naissance, il n'y a pas que des facteurs économiques. Il y a aussi, quand vous parliez de la jeunesse tout à l'heure, de nouvelles valeurs qui sont portées par cette jeunesse. On le voit très bien dans les entreprises. Et peut-être qu'aussi le fait de ne pas faire d'enfants ou d'en faire un peu moins reflète de nouvelles valeurs sur l'avenir, la crainte d'une planète aussi qui se paupérise un peu. Sur le terrain environnemental aussi, il y a ces arguments qu'on retrouve. Ce sont des idées qu'on retrouve. Hein. Et puis aussi un monde peu secure, etc., qui ne laisse pas forcément tellement de confiance pour avoir des enfants. Deuxièmement, il y a aussi, alors c'est vrai qu'on a un taux de fécondité qui a baissé,
qu'on a eu les années 2000 qui ont été bonnes et puis qui a baissé, mais qui reste néanmoins pas mauvais par rapport à nos voisins, où là pour le coup on est meilleur. Et donc ça m'amène au terrain économique où il y a des conséquences qu'on connaît bien, qui sont des conséquences sur la consommation en particulier, voilà, sur l'immobilier, parce qu'il y a la double causalité. Le facteur immobilier fait qu'on fait peu d'enfants, mais comme on fait peu d'enfants, il y a aussi l'immobilier qui empathie également. Il y a quelques arguments comme ça qu'on retrouve sur le terrain un peu humain et puis sur le terrain économique. Et puis il y a tous les sujets plus macroéconomiques sur les problèmes liés au financement des retraites aussi, puisque ça nous amène un peu d'actifs rapportés aux inactifs, les aussi, conséquences. etc. On va parler des conséquences économiques aussi. Il y a 3 groupes de questions, mais il faut un petit peu les ordonnancer. Je comprends. On parlera des conséquences et peut-être des solutions pour encourager la fécondité. Mais regardons les faits pour l'instant, restons aux faits et faisons le constat. On cherche les raisons de cette baisse, même si elle est encore bonne, mais on cherche les raisons. Alors, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme autre raison ? Il y a des raisons sociales, on en a parlé, des raisons économiques. Est-ce qu'il y a d'autres raisons aussi? Sur les raisons sociales, il me semble très 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 important de parler de la condition homme-femme aujourd'hui. On est dans une situation, bien qu'elle s'améliore très 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 légèrement, c'est beaucoup trop lent. Aujourd'hui, quand on regarde les études des travaux domestiques à la maison, on est sur peut-être 2 heures pour les hommes contre 3h45 pour les femmes sur une journée. Donc aujourd'hui, on voit bien que le poids, en fait, d'avoir un enfant, de tout ce qui est lié, on va dire, à la gestion du quotidien, ça repose beaucoup sur les femmes. C'est quelque chose, je pense, d'assez démotivant dans une société aussi où il y a un réel désir, je pense profond, une envie d'aller vers une égalité réelle, pas seulement une égalité théorique. Donc là-dessus, il y a un point. Par exemple, sur les lois, alors certes, il y a des micro-évolutions. Le congé paternité est passé de 3 jours obligatoires à 7 jours et 28 jours si la convention collective le permet. Mais c'est trop peu. C'est trop peu pour un père de se lier à son enfant. Enfin, voilà, des questions comme ça, notamment sur le rapport homme-femme qui viennent sans doute un peu inconsciemment jouer sur la fécondité. Autre aspect important, c'est Bourdieu parlerait d'habitus, mais on est d'habitus culturel. On n'est plus aujourd'hui, vous l'avez très bien dit d'ailleurs, obligé d'être dans un schéma de fécondité. On peut avoir d'autres choix de vie, d'autres choix de carrière, on peut faire autrement. Et ça, de plus en plus, les femmes font d'autres choix pour elles. Une émancipation de la femme, ça veut peut-être dire moins d'enfants aussi. Peut-être une forme de... Non, ça veut dire que la femme travaille, ça veut dire que la femme veut réussir comme l'homme et elle a le droit de réussir comme l'homme. De plus en plus, on lui donne le droit, mais la femme se dit, moi, pour réussir, il faut que je fasse abstraction des enfants. Ça peut moi, j'entends ça, on entend ça. Ça peut être aussi un contre une antithèse, c'est-à-dire que c'est le fait que les femmes travaillent heureusement plus, avec des objectifs professionnels, des contraintes aussi, et puis des contraintes, etc., peut aussi être un facteur qui favorise la natalité. Donc, on est toujours dans les problèmes de double causalité en économie, j'imagine en démographie aussi. Et pour bien comprendre, il faut bien adresser sujet par sujet, en fait. Et donc, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut pas faire croire non plus aux auditeurs que parce qu'on a un taux de fécondité faible, on est pauvre, et on le constate aussi dans les pays, que les pays à taux de fécondité aussi très élevé sont aussi souvent des pays
pauvres. Et les pays du Nord qui ont très longtemps eu une démographie plutôt stagnante, avec des taux de fécondité plus faibles, sont des pays riches. Et faut-il rappeler que le PIB par habitant, si vous avez le dénominateur qui baisse, forcément le PIB par habitant aussi augmente. Bien, il est 11h. C'est tout ça qui... Il est 11h18, une petite pause, ensuite nous reprenons. Je vais donner la parole à Laurent Toulmont sur toujours, on fait le constat, puis les causes et puis les solutions. Hein, et les solutions, il y en a, évidemment. 11h18, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, important d'avoir des enfants. Il est important d'avoir des enfants. Tiens, Pascal Delima, vous disiez pendant la pub, oui, il faut avoir des enfants, c'est important dans la vie. Oui, puis en plus ça relativise beaucoup de choses sur le terrain individuel, c'est-à-dire que ça vous oblige à prendre en compte l'autre aussi dans la société, et d'avoir des enfants, ça permet de se projeter. Et puis la jeunesse, c'est quoi si c'est une nouvelle... Parce qu'il y a tellement de... Moi, j'entends des couples jeunes qui ont peur d'avoir des enfants, qui ont peur de l'avenir, qui ont peur que ces enfants... Oui, ne soient pas bien accueillis, qui ont peur de rencontrer des difficultés dès la petite enfance. L'accueil en crèche, par exemple, Laurent Toulmont. Alors, les jeunes, ils peuvent avoir beaucoup de raisons de ne pas faire d'enfants. Je disais tout à l'heure qu'ils voulaient profiter de la vie à deux sans s'encombrer du fait d'avoir des parents. Il y a aussi des raisons, effectivement, qui sont données sur la crainte de l'avenir, les difficultés des ressources, le fait qu'on serait trop nombreux sur la Terre. Mais très vite, il y a des aléas de la vie. D'abord, il faut être deux pour décider ou non d'avoir des enfants. Donc, les gens peuvent changer d'avis, et il y a beaucoup de gens qui changent d'avis. C'est-à-dire qu'en France, pardon, je vous coupe juste une petite parenthèse, on se marie beaucoup. Les mariages sont en augmentation. Alors, en France, il y a 60% des enfants qui naissent de parents non mariés. Ah, et maintenant, si on prend 60%. Si on prend les premiers-nés, on est plutôt à 70%. Oui. Donc, il n'y a pas du tout besoin de se marier pour faire des enfants. Par contre, il y a encore très peu aujourd'hui d'enfants qui naissent de parents qui ne vivent pas ensemble. Et même qui ne sont pas conçus par des parents qui vivent ensemble. Donc, c'est vraiment le schéma qui est général et qui est même plus fréquent qu'il y a une trentaine d'années. C'est l'enfant du couple. C'est on vit d'abord en couple sans se poser la question de savoir si on veut des enfants. Et c'est plus tard qu'on se demande si on va avoir des enfants. Et la réponse, en général, c'est oui, mais pas tout de suite. Et donc, on peut avoir, grâce à la contraception, recours à l'avortement, des relations sexuelles épanouies sans craindre la grossesse. Et il y a un moment où il faut passer le cap. Il faut se dire maintenant, on arrête la contraception et on veut avoir un enfant. Et là, les questions de vie familiale, vie professionnelle, ça a été évoqué tout à l'heure. Le fait que faire des enfants, ça veut dire faire des sacrifices. Et effectivement, beaucoup plus souvent pour les mères que pour les pères. Et en termes professionnels, c'est souvent des sacrifices difficiles. Donc là, il y a vraiment un ajustement à prévoir. Et dans les sociétés qui sont moins inégalitaires, disons dans les pays d'Europe de l'Ouest ou du Nord, et c'est le cas aussi en France, les couples égalitaires ont autant d'enfants, si ce n'est plus, que les couples inégalitaires. Donc c'est-à-dire couple égalitaire, c'est... Quand les femmes savent que si elles ont des enfants, c'est terminé, leur carrière est foutue, il va falloir qu'elles restent à la maison pour s'occuper des enfants. Le risque, c'est que les femmes choisissent. Donc certaines vont choisir de faire des enfants, d'autres vont choisir de travailler. Mais du coup, il va y avoir privilégier la carrière. L'un ou l'autre, mais pas les deux. Alors qu'en France, on est plutôt dans l'idée qu'il faut privilégier les deux. Et ça veut dire, pour éviter que les femmes fassent la double journée, effectivement, que les hommes participent aux travaux d'éducation et d'élevage des enfants. Donc il y a vraiment un enjeu important là pour faire basculer les couples dans la décision d'avoir des enfants, et notamment d'avoir le deuxième ou éventuellement d'avoir un troisième. Cette question de la garde des jeunes enfants qui permet aux mères de revenir au travail, de la participation des mères à l'activité domestiques, sont vraiment des éléments qui vont inciter les couples à avoir donc un premier, mais aussi un deuxième et éventuellement un troisième. Oui, le rapport à la parentalité est différent. On en a parlé. C'est marginal, mais je suis frappé. Je regardais une enquête sur... C'est marginal, vous parliez de contraception. Bon, quand on parle contraception, on parle contraception féminine. Mais il existe aussi de la contraception masculine, la vasectomie par exemple, qui, je regardais une enquête, qui est au Canada, un homme sur trois, ça concerne un homme sur trois. Et en France, il y a une progression considérable. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de témoignages d'hommes qui disent « Moi, j'ai eu un enfant. Maintenant, on ne veut plus d'enfants. Terminé, je n'en ferai plus. » Et contraception définitive. Il y a donc une tendance quand même.
Il y a une tendance, non? Est-ce que le fait d'avoir des enfants, c'est toujours à la mode, si je puis dire, hein? Est-ce qu'il y a toujours cette volonté d'avoir des enfants, et plusieurs enfants? Alors, en France, j'aurais tendance à dire oui, il y a encore une pression très forte. C'est une pression sociale? Si vous rencontrez un couple les gens sont ensemble depuis 5 ou 10 ans, ils n'ont pas d'enfants, on va se demander est-ce qu'il y a un problème médical, est-ce qu'il y a une question de mésentente? C'est difficile pression sociale pour des couples de dire qu'ils ne veulent pas d'enfants. Alors sinon, sur la vasectomie, on peut dire qu'en France, il y a très très peu d'hommes qui se font stériliser, sachant que la vasectomie c'est une opération très simple. En plus, on peut congeler du sperme si par hasard on a des remords. On peut après avoir quand même des enfants même si on a été stérilisé. Donc la situation française, c'est plutôt que justement les hommes sont peu impliqués dans ces questions. Disons, la grossesse, ça reste encore aujourd'hui en France une affaire de femmes. Et donc, si on veut que la fécondité reste à un niveau élevé, ça a été dit, mais je crois que c'est vraiment important, il faut que les hommes soient plus impliqués dans la question de savoir si on veut des enfants. Et une fois qu'on a des enfants, comment on s'en occupe? Alors, ça rejoint de nouveau la question homme-femme, mais il y a plein d'exemples en fait qui sont assez intéressants, qui sont en fait des freins à la fécondité. Par exemple, sur certains métiers aux horaires atypiques, difficiles, quel mode de garde on prévoit? Alors, est-ce que dans certains cas, il faut changer un petit peu les règles du jeu? C'était le fameux débat avec Ruffin sur les femmes de ménage invisibles à l'Assemblée. Nous, par exemple, on porte l'idée qu'elles peuvent être là aux horaires normales et qu'il fallait pas les invisibiliser, mais il y a certains... D'ailleurs, lequel travaille à la nuit à 2h, 3h du matin, qu'elle travaille dans la journée, quoi. Voilà, par exemple. Là, il y a une vraie évolution, je dirais, sociétale à faire à ce niveau-là. Et de l'organisation du travail. Voilà. Et puis, il y a certains autres métiers pour lesquels, effectivement, c'est impondérable. On peut, par exemple, penser au métier du soin, au métier de la sécurité, etc. Quel mode de garde pour ces métiers-là? Et donc, aujourd'hui, on n'est plus à des statistiques qu'on avait avant, sur 95% de personnes en couple. On a énormément de familles énormément. On a de plus en plus de familles monoparentales. C'est comment on répond aussi à ces femmes et ces hommes qui sont dans ces situations-là et qui ont ces métiers atypiques, c'est pas pensé. Autre exemple, et après je laisse la parole, il y a par exemple au niveau des assistantes maternelles une concurrence. Et donc, elles vont choisir l'enfant qui va rester le plus de jours avec elle. Et donc, certains parents vont payer 4 jours de garde pour 2 jours ou 3 jours effectifs. Donc, il y a réellement, en fait, un problème aussi structurel. Il y a un manque en fait de personnel, un manque de place au niveau des assistantes maternelles, mais aussi au niveau des crèches. Voilà, vous nous dirigez vers les solutions pour plus de fécondité et une démographie qui soit une démographie satisfaisante. Sur le terrain économique, Pascal Delima. Oui. Alors la conséquence quand même, c'est le vieillissement, c'est la réforme des retraites, par exemple, de moins en moins d'actifs. De moins en moins d'actifs, la réforme des retraites, tout à fait, le marché du travail aussi, avec moins de ressources humaines, moins de salariés, donc moins de croissance, donc moins de recettes, donc moins de possibilités de marge de manœuvre pour l'État sur les dépenses, etc., etc. Donc il y a un chaînon effectivement économique. Comment pallier ces conséquences? Comment pallier ces manques? C'est un petit peu comme l'emploi des seniors. Je dirais d'une certaine façon, on a les mêmes sujets et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit et qui est très très juste. Et j'aime bien cette orientation métier, marché du travail. C'est-à-dire que l'une des solutions, c'est qu'effectivement, le marché du travail soit en adéquation avec la démographie, avec les caractéristiques de la jeunesse, et puis aussi les caractéristiques des plus seniors, bien évidemment. Mais là, c'est le sujet de la jeunesse et de la natalité et de la jeunesse à venir à 10, 20, 30 ans. Donc, c'est que justement, la solution est sur le marché du travail parce que c'est un facteur de renouvellement. C'est un facteur d'innovation très très fort et c'est un facteur qui va permettre de propulser un nouveau cycle économique. On sait qu'on a fini un premier cycle économique d'une 50aine d'années, qui est un cycle économique d'offres, et que là on essaie de faire autre chose avec l'environnement, les technologies, et cette jeunesse-là est importante. Et les solutions, pour moi, ce sont les métiers de demain, en adéquation avec toutes les problématiques très concrètes et très justes qui viennent d'être décrites. Et donc je pense que la solution est vraiment là.
Bien, nous nous dirigeons vers les solutions. Quelles solutions pour... Il y en a plein, hein, les solutions. Encourager les migrations contrôlées aussi. Oui, politique familiale, etc. Politique familiale, quelle politique familiale? Bien, nous allons voir cela après la pub, il est 11h30. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h33, la démographie française. Comment encourager la fécondité en France? C'est la question que nous nous posons maintenant. Alors, 0826 300 300, vous pouvez intervenir. Claude, par exemple. Bonjour Claude. Oui, bonjour Jean-Jacques Bourdin et merci Sud Radio de prendre mon appel. Voilà. Allez-y Claude. Oui, voilà, j'avais un petit problème avec le téléphone, j'espère que ça marche. Non, ça marche bien. Moi, je voulais dire, la politique familiale qui a été mise en place après la guerre, elle a compris des aides financières d'une certaine manière universelles. Alors, je pense au quotient familial et je pense aux allocations familiales diverses. Oui. On en a fait petit à petit des outils de redistribution. En plafonnant le quotient familial, par exemple, on a fait une incitation qui, en fait, demeure pour les gens qui payent pas peu ou pas d'impôts, en fait, et on a supprimé l'incitation pour les gens qui contribuent en payant des impôts. Je pense qu'il faut revenir un peu sur tout ça. Et je voudrais pour bien me faire comprendre, hein, Jean-Jacques Bourdin. Allez-y. Allez-y, Claude. Allez, on a été coupé. Oui, Claude disait, il faut supprimer le plafonnement du quotient familial. C'est un peu étrange. Puisque le quotient familial, ça consiste à payer moins d'impôts quand on a des enfants. Oui. Donc c'est dans la Constitution, à la capacité contributive des gens, on compte les enfants comme des dépenses. Mais c'est pas le cas dans tous les pays, et les gens qui payent pas d'impôts sur le revenu ne bénéficient pas du tout du quotient familial. Oui. Donc le quotient familial, c'est plutôt une diminution d'impôts pour les personnes qui ont les revenus les plus élevés. Oui. Donc c'est pas du tout une question universelle. Alors les allocations familiales universelles, ça c'est une autre question. Elles ont été diminuées pour les personnes qui ont les revenus les plus élevés. Elles n'ont pas été complètement supprimées, mais elles ont été diminuées parce que l'État avait constaté que les gens qui étaient les plus riches recevaient un petit peu plus au total avec les réductions d'impôts et les allocations familiales. D'abord, deux questions. Oui, Claude. Oui, oui, mais voilà, c'est l'exemple typique du mauvais point d'approche. C'est-à-dire, on regarde les aides qu'on donne aux familles, non pas par rapport à ce qu'elles font pour leurs enfants, mais par rapport à ce que l'État pense de l'égalité entre les plus aisés et les moins aisés. Et c'est ce qui nous a conduit, en fait, à la situation d'aujourd'hui. Alors, on peut rajouter toute l'anxiété et tout le reste, mais moi, je vois bien mes enfants, hein, je suis grand-père, mes enfants, avant d'avoir mes petits-enfants, ils ont réfléchi à ce que ça allait comment ils allaient faire en fait pour les... Pourquoi Claude, bien, on a un problème de téléphone avec Claude. Vous comprenez le raisonnement de Claude? Oui, tout à fait. Mais en France, les personnes qui ont les revenus les plus élevés ont plus d'enfants que les personnes qui ont des revenus moyens. Donc, c'est-à-dire qu'en France, je vous coupe pour être précis. En France, quand on a les moyens d'élever des enfants, on fait des enfants. Quand on a des difficultés économiques, pas d'enfants ou moins d'enfants. Alors, les personnes qui ont les revenus les plus faibles font aussi beaucoup d'enfants. Parce que les sacrifices à faire quand on a un métier qui n'est pas très intéressant sont relativement faibles. En économie, on parle du coût d'opportunité. On a beaucoup à perdre quand on a un beau métier, quand on veut faire une carrière. Donc le coût d'opportunité est plus fort pour les gens qui sont en haut de la hiérarchie des professions. Mais par contre, il y a un effet revenu, c'est-à-dire que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils peuvent élever plus facilement leurs enfants. Et donc les deux effets se compensent, et c'est dans les catégories moyennes que la fécondité est la plus faible. Alors, est-ce que c'est parce que les gens ont d'autres aspirations, ou bien qu'ils veulent, par exemple, que leurs enfants fassent des belles carrières, et donc ils ont peur qu'ayant trop d'enfants, les enfants auront une moins bonne éducation? C'est difficile de le savoir, mais disons qu'en France, on est dans une situation où il y a quand même moins de différences de fécondité entre les milieux sociaux que dans d'autres pays. Ça, c'est très intéressant. Il y a quand même une relative homogénéité des comportements de fécondité. Est-ce qu'aujourd'hui, un temps, on a dit, on peut aborder tous les sujets ici, j'ai vraiment aucun problème, on a dit que les populations venues et immigrées faisaient plus d'enfants, mais ça baisse. Je crois que le rapport est en train de baisser. Alors, c'est un peu compliqué. Il y a trois choses. Premièrement, les immigrés ont plus d'enfants que les personnes qui sont nées en France. Deuxièmement, on surestime la différence parce qu'il y a beaucoup d'immigrés qui ont une fécondité faible avant d'arriver en France. Et puis,
quand ils arrivent en France, ils sont dans des meilleures conditions de santé économique, et donc ils rattrapent d'une certaine façon les enfants qu'ils n'ont pas eu avant de venir. Et ensuite, il y a une très grande hétérogénéité dans la population immigrée. Il y a des immigrés qui sont très diplômés. Aujourd'hui, les immigrés en moyenne sont plus diplômés que la population née en France. Et les immigrés ça, diplômés, c'est très intéressant. Les immigrés en moyenne sont plus diplômés. Voilà, les immigrés diplômés font peu d'enfants et les immigrés peu diplômés font plus d'enfants. Il y a une très grande hétérogénéité. Alors, il y a aussi des différences selon les pays d'origine, selon... il n'y a pas un paquet, disons, des immigrés, mais globalement, là aussi, par rapport à d'autres pays, la différence de fécondité entre les immigrés et les autres pays, et les gens qui sont nés en France, est plutôt plus faible. Et il y a beaucoup de mélange entre les personnes qui sont nées à l'étranger et les personnes qui sont nées en France. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont enfants ou petits-enfants de par exemple, un ou deux grands-parents immigrés, mais aussi un ou deux ou trois grands-parents qui sont nés en France. Donc il y a un mélange des populations qui s'est fait depuis de longues dates en France et qui continue à se faire. Donc je crois qu'il ne faut pas opposer d'un côté les populations immigrées. Les populations immigrées, elles ont vocation à se fondre dans la masse. C'est ça qui se passe. C'est très intéressant, ça, effectivement. Et là, c'est très intéressant. Très intéressant, et on a une supputation, une hypothèse possible économique aussi. On le voit dans certaines études, notamment pour les catégories moyennes qui font moins d'enfants, qui sont comme par hasard les catégories davantage frappées par le chômage, et notamment le chômage technologique. Vous savez que l'automatisation a créé beaucoup de précarité sur le marché du travail et aussi du chômage. Et je suis très, très surpris de faire ce lien qu'il faut vérifier effectivement scientifiquement avec des méthodes de causalité, etc. Mais il y a déjà certaines études qui penchent là-dessus, et je pense qu'il peut y avoir un lien entre l'arrivée de l'automatisation. C'est ce que dit très bien aussi Jérémy Rifkin. Il fait ce lien entre l'arrivée de l'automatisation sur les fonctions support des entreprises, en particulier exercées par les classes moyennes, qui font par ailleurs aujourd'hui moins d'enfants. Je pense qu'on a un facteur causal qui peut aussi nous permettre d'arriver à trouver des solutions pour justement que les métiers soient enrichis et que les populations puissent se projeter, notamment les classes moyennes, se projeter à 20 ans, à 30 ans, parce que faire des enfants, c'est aussi se projeter sur le long terme, chose que les classes moyennes et que les catégories moyennes aujourd'hui ne parviennent pas à faire. Alors comment faire pour relancer la fécondité ? Enfin, la relancer, elle n'est pas si basse que ça, on l'a bien dit, mais néanmoins, il va falloir que... D'abord, il faut donner envie, il faut faire rêver. Donner envie. Faire rêver, donner envie, c'est ce qui monte la passion, il n'y en a plus du tout. Je pense que les enfants, l'individualisme a gagné du terrain. Bien sûr. Bien sûr. L'égoïsme, une forme d'égoïsme. Plus de sens du collectif, si je puis dire, ou moins. Enfin, moi, je calcule pas avant de faire un des enfants. Enfin, c'est ces trucs absolument... Ce qu'il faut, c'est cette vision, on est capable de se projeter à 20-30 ans. Comme économiquement, c'est pas possible. Comme aujourd'hui, il y a de la précarité, comme etc. Alors comment faire ? On se remet à calculer et puis on se dit bon, mais c'est un échec finalement d'un projet qui est un des plus beaux projets, quoi. Effectivement, je pense que la vision d'avenir est importante. Le monde de demain qui trouvera les solutions, qu'on accompagnera, j'espère, bien sûr, pour plus de justice sociale, pour plus d'égalité, pour bien sûr plus d'écologie, a besoin d'enfants. Il y a un besoin d'enfants, bien sûr, et puis et il faut bien ça va paraître peut-être très populiste, mais il y a besoin de maîtres et maîtresses dans les écoles, de soignants dans les hôpitaux. Il y a besoin de. C'est pas du tout populiste. C'est pas populiste, mais il y a besoin mais comment donner envie ? Comment donner envie aux jeunes ? D'avoir des enfants. Parce qu'aujourd'hui, Laurent Toulmont, comment donner envie aux jeunes d'avoir des enfants ? J'ai envie de prendre votre question à contre-pied. D'une part, il va y avoir un vieillissement de la population, il va y avoir une augmentation très importante du nombre de personnes âgées. Mais il est déjà là, c'est plutôt bien, oui, mais ça va s'accentuer dans les décennies qui viennent, dans les 20 ans qui viennent, parce que les vieux, ils meurent plus tard qu'avant, et ça, c'est très bien. En plus, il y a eu une augmentation des naissances au milieu des années 1940, après la Deuxième Guerre mondiale, et du coup, il y a une vague du baby-boom qui arrive maintenant aux âges de 75 ans et plus, donc il va y avoir plus de personnes âgées qui vont avoir des besoins, et la natalité d'aujourd'hui
d'aujourd'hui n'a rien à voir là-dedans. Parce que les bébés qui naissent aujourd'hui, ils seront actifs dans 20-25 ans, ils prendront leur retraite dans 65 ans peut-être. Oui. Donc aujourd'hui, il y a un vieillissement qui n'a rien à voir avec la fécondité. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il faut que la fécondité augmente? C'est pas évident. Les gens, ils font ce qu'ils veulent en France et c'est très bien. Les pays où on oblige les gens à faire des enfants, où on empêche les gens de faire des enfants, c'est pas des pays où il faut y bon vivre. Mais vous n'êtes pas tous d'accord là, Mais par contre, je voudrais terminer quand même sur la politique familiale. Il y a en France une politique familiale qui reste solide. Il y a des questions d'éducation, d'équité, de santé qu'on a évoquées. Il y a des questions d'égalité entre les femmes et les hommes, des questions de pauvreté des familles. On l'a dit, les familles monoparentales qui sont confrontées à des difficultés spécifiques. Il y a beaucoup de choses à faire, mais pas forcément pour que les gens fassent plus d'enfants. Tout simplement pour que les familles qui ont des enfants vivent dans des meilleures conditions. Alors c'est certes une politique familiale solide, mais certes. Moi, je le remets en question. Aujourd'hui, les allocations familiales, par exemple, ne sont plus universelles. C'était un peu le témoignage de l'auditeur. Alors, est-ce que économiquement, ça impacte les familles? C'est discutable, en tout cas. Non, mais on ne fait pas des enfants pour toucher des allocations. Non, mais on n'en fait pas parce qu'on manque de ressources. Peut-être que certains le font. Je ne sais pas, ça existe peut-être dans certaines familles. Mais on ne peut pas porter ce soupçon. On ne porte pas ce soupçon. Par contre, il peut y avoir le fait de ne pas faire d'enfants pour des raisons économiques. Oui. Ça, c'est inversement. Alors donc, allocation familiale dès le premier enfant? Bah évidemment, bien sûr, dès le premier enfant et de façon universelle. Bon. C'est un investissement sociétal. Sur les personnes âgées aussi, j'aimerais dire un mot parce que on présente beaucoup la question sur le plan économique. Mais aujourd'hui, les personnes âgées sont demain une ressource au niveau de la connaissance, une ressource au niveau de l'expérience. Ils vont pouvoir transmettre, donner des choses aux nouvelles générations. Il y a tout des éléments, on va dire, intergénérationnel à repenser. Et puis, ils ont un rôle économique important à jouer. Les personnes âgées ont un rôle économique de plus en plus important à jouer. Ah, tout à fait, on le voit par trois éléments. L'économie du troisième âge ou du quatrième âge. L'économie du troisième âge, bien évidemment. On a bien vu aussi l'importance des seniors en France, puisqu'on a aussi des chiffres un peu plus faibles que nos voisins là-dessus. Mais donc, un gros travail sur les seniors aussi, très important. On l'a vu sur l'assurance chômage, leur importance, sur les retraites, leur importance. Sur les entreprises, le fait qu'il va falloir maintenant recruter plus de seniors parce que c'est le ruissellement, c'est la formation, c'est les qualifications pour les jeunes, c'est l'accueil des jeunes en entreprise. C'est les deux qui sont importants. Pour faciliter ces ponts-là. Bien évidemment que c'est les deux, c'est pas l'un avec l'autre. C'est l'un avec l'autre, et pas l'un contre l'autre. On a tendance à faire toujours des clivages un peu. Bon, alors, Catherine va intervenir. Il faut donner envie aux jeunes d'avoir des enfants, mais qu'ils ne perdent pas de vue la responsabilité que cela représente. Va nous dire Catherine. Oui, Catherine a raison, pleine de bon sens. C'est bien beau de vouloir des enfants, mais enfin, il faut être responsable. Quand on a des enfants, c'est facile à faire, mais après, il faut les élever. Oui, il faut les élever. Et les éduquer. Il est 11h46, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h49, allez-y, vous réagissez. Tiens, Catherine, donc, est là. Bonjour Catherine. Bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour Catherine. À vos invités. Alors, qu'est-ce que vous dites? J'ai pris l'émission en cours, alors je ne sais pas qui sont les personnes qui vous accompagnent durant l'émission. Alors, je vais vous dire qui est là. Laurent Toulmont est démographe, directeur de recherche à l'INED, l'Institut National de la Démographie, des études démographiques. Et Johan Joussomme, lui, est secrétaire confédéral de la Confédération syndicale des familles, il représente les familles, et Pascal Delima est économiste. Bon, merci. Alors allez-y Catherine. Oui, alors voilà, comme j'ai pris l'émission en cours, et il y a quelque chose qui m'a un petit peu irritée, entre guillemets, voilà, c'était de dire que l'enfant n'est pas un produit. Oui. Et vraiment que c'est un acte pour moi le plus responsable qui soit. Et de faire un enfant, c'est faire en conscience. Oui. Parce qu'il y a malheureusement, même si les parents se pensent aimants, ou beaucoup de parents sont dysfonctionnels ou pensent bien faire. Et cela a des dommages sur le long terme. Voilà. Comment encourager la natalité, Catherine ? Alors écoutez, comment encourager la natalité? Moi je crois surtout que c'est une question aussi d'accompagner effectivement plus de crèches, plus de lieux d'accueil, à des horaires plus amples,
Parce que maintenant, le travail, on peut travailler très tôt, comme toujours, comme travailler très tard, comme travailler de nuit. Et malheureusement aussi, ce que je vois, c'est que les crèches municipales, ce service a été plus ou moins vendu à des crèches privées. Alors vous dites Catherine, si j'ai bien compris, vous dites qu'il faut adapter l'environnement à la fois social, professionnel, aux enfants. Complètement, oui. Aux enfants et aux familles et aux femmes, parce que aux papas aussi, parce que c'est un frein véritablement. Oui. Laurent Toulmont. Oui, peut-être pour rebondir sur ce que dit Catherine, c'est vrai qu'en France, on a une éducation obligatoire à partir de 3 ans. Avec des horaires dans la journée qui commencent, l'école commence tôt le matin, elle finit tard l'après-midi par rapport à beaucoup d'autres pays européens où l'école s'arrête à la fin de la matinée ou au début de l'après-midi. Donc ça facilite pour les 2 parents le fait de revenir au travail après 3 ans. Et c'est vrai qu'il y a une demande importante des parents de pouvoir revenir au travail, non pas 3 ans après la naissance de l'enfant, mais plus tôt, avec un système éducatif qui est à la fois gratuit et de bonne qualité en France. Maintenant, on parlait d'aménagements globaux. Effectivement, il peut y avoir des politiques d'aménagement, et notamment pour les populations urbaines, les aménagements de biens publics dans les villes, qui font que la ville n'est pas hostile aux enfants, que les enfants peuvent sortir de chez eux pour aller sur le trottoir sans risquer de se faire écraser, dans un jardin sans avoir de problème de sécurité. Tout ça, ça s'organise, et nos voisins d'Europe du Nord, depuis maintenant 30 ou 40 ans, ont mis un accent fort sur cet aspect. Mais leur démographie ne progresse pas. Du moins, la natalité ne progresse pas. Si, la fécondité est haute en France, elle est aussi haute dans les pays du Nord par rapport aux pays d'Europe de l'Est et du Sud qui ont, eux, un niveau de fécondité que beaucoup de démographes ou d'économistes considèrent comme inquiétant. Parce que, avec une fécondité basse, il y a des perspectives sombres pour un pays. Mais en France, on n'est pas du tout dans cette situation. Alors, avec une fécondité basse, certains disent qu'il faut encourager l'immigration contrôlée. Ce qu'a fait l'Allemagne à une époque. Ce qu'a fait l'Allemagne à une époque. Oui, l'immigration, de toute façon, ça augmente la satisfaction de la population. Il y a beaucoup de personnes qui sont nées en France et qui vont à l'étranger pour travailler ailleurs, faire une carrière dans d'autres pays. Il y a symétriquement des personnes qui viennent en France pour y faire carrière. Alors il se trouve qu'il y a un effet un peu paradoxal, c'est que les politiques mises en place de fermeture des frontières limitent la circulation des immigrants et notamment empêchent les personnes qui sont immigrantes en France de quitter le pays, parce que si elles quittent le pays, elles ont peur de ne pas pouvoir revenir. Et ça, on le voit dans beaucoup de pays. Quand les pays ont fermé les frontières, ce qui s'est d'abord passé, c'est que les immigrants ont arrêté de quitter les pays et de circuler. Donc il y a une organisation générale à penser sur les migrations. Il y a quand même des gens qui meurent dans la Méditerranée, c'est pas vraiment très satisfaisant. Donc il y a vraiment des politiques à avoir, mais qui doivent se faire à l'échelle des continents. Mais il ne faut pas voir, à mon avis, les migrations comme la solution aux problèmes démographiques. Et puis une politique familiale, quelle politique familiale faut-il mettre en place ? Vous travaillez sur quoi, Johan Joussoum ? Alors on a parlé de l'universalité, on ne va pas y revenir, mais un des points qu'on voulait aussi aborder, c'est le fameux congé parental aujourd'hui en France, qui est très 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 mal rémunéré. On est, il me semble, à 1/3 du SMIC, donc c'est autour un peu au-delà de 400 €. Qui s'arrête réellement pour toucher 400 €. Pour toucher 400 €. Oui. On parlait d'une demande forte des parents de revenir au travail. Moi, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Enfin, très concrètement, s'ils le demandent, ils le font un petit peu contraint et forcé. Ce temps-là qu'on pourrait avoir avec l'enfant, déjà, il pourrait s'étendre dans la durée. Et puis, il devrait être mieux rémunéré. Donc, revaloriser le congé parental. Bien sûr, évidemment, il faut le revaloriser. On pourrait imaginer... si on fait des petits calculs rapides, en crèche, aujourd'hui, un enfant, il doit coûter 1 500 € par mois. Le revenu médian en France, il est autour de 2 000, 2 500 € par mois. Donc, finalement, quand on met son enfant à la crèche, alors ça a un petit coût pour la famille, qui varie en fonction du quotient familial, mais il y a un coût sociétal qui est quand même important. Pourquoi ne pas mettre aussi de l'investissement sociétal sur
le congé parental, mieux rémunérer, mieux installer les liens de l'enfant avec son père, avec sa mère. Tout ça, c'est des choses à prendre en compte. L'aménagement, sur le coup, je suis complètement d'accord avec vous. Il faut repenser l'espace pour que l'enfant puisse s'épanouir. Et puis, il y a aussi une notion sur... on a tendance à opposer quand même, et moi, ça me gêne un peu, les bons parents et les mauvais parents. On ne naît pas parent, on le devient. Donc, le métier de parent, c'est quelque chose qui s'acquiert. Et effectivement, en France, on manque de lieux d'écoute, on manque de lieux de partage. Et quand on va sur ces lieux de partage en tant que parent, on est souvent taxé de « Ah, bah si tu y vas, c'est que tu fais mal ou c'est que tu dysfonctionnes. » Oui, je comprends. Et ça, il faut changer cette vision-là et vraiment recréer... pour le coup, sortir de l'égoïsme, de l'individualisme que vous décriviez tout à l'heure. Bien, merci. Pascal Delima, vous voulez ajouter quelque chose? Juste ajouter que tout ça est très juste, mais c'est aussi des mesures administratives. Oui. C'est comme la réforme des retraites et l'assurance chômage. On tourne toujours un peu en rond avec les politiques publiques, mais c'est la croissance économique. La croissance économique est essentielle. Elle a un effet de confiance énorme et je pense que ça joue aussi sur la famille. Bien, il est 11h57, tout le monde n'est pas d'accord autour de la table à propos de la croissance économique. Oui. Il est évident que s'il y a de la croissance économique et un bon partage des richesses, comme les 30 Glorieuses, on fera des enfants peut-être. C'est même pas certain. C'est même pas certain. Hein. On l'a vu tout au long de l'émission. Le bonheur et la croissance ne sont pas nécessairement corrélés. Bon, autre débat. Alors là, vraiment, autre débat. Est-ce que le bonheur... Est-ce que la croissance procure le bonheur? Le BIB, le bonheur intérieur brut. Bon, allez, voilà. Il est 11h57. Merci d'être avec nous. Je vais recevoir Nicolas Maillard-Rossignol dans un instant, le maire socialiste de Rouen. Je pense toujours candidat au poste de premier secrétaire du Parti socialiste. On ne sait plus. On ne sait plus où on en est, c'est tellement compliqué. Nous allons voir Nicolas Maillard-Rossignol, notre invité, dans quelques instants. Il est 11h58, vous êtes sur Sud Radio.